Je suis le maître du monde. Vous l'avez? Si j'ajoute un bateau qui coule? C'est évidemment la réplique culte de Jack dans Titanic. Mais saviez-vous que le comédien ayant doublé Leonardo DiCaprio est également la voix de Tobey Maguire? Avec quasiment 40 ans de carrière, Damien Viteka fait partie des grandes voix du doublage français. Il a accepté de nous rencontrer pour revenir sur sa carrière avec passion et justesse. Dans le cadre de sa venue au Studio 31, notre cinéma préféré, il a évoqué pour nous sa vision artistique et intime de cette vocation à part entière. Il nous a aussi livré son avis sur l'IA qui vient bouleverser le monde du doublage. Il nous livre, dans le Grand Magic Hotel, quelques anecdotes sur sa carrière ainsi qu'en exclusivité le pitch de Titanic 2. Damien Viteka, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Au Magic Hall Bar dans l'hôtel Grand Magic. On est proche de Disneyland Paris. Ma première question est hyper simple. Disney, en un mot, pour vous, c'est quoi? Disney, pour moi, ça correspond à ce qui était absolument merveilleux quand j'étais enfant. Déjà, on n'avait pas toutes les chaînes qu'on avait. Moi, je suis des années 70. Enfin, c'est 70, j'avais 2 ans, mais on va dire voilà. Mais c'était un événement. C'était pour moi un monde de magie. C'était un truc complètement dingue. J'étais loin d'imaginer quand j'étais enfant que Disneyland Paris existerait un jour. Et puis, le premier film et dessin animé que j'ai vu au cinéma, petit, je m'en souviendrai toute ma vie, c'était avec mon papa. Et c'était Le Livre de la Jungle. C'était pour moi, c'était un truc de fou. Donc, c'est votre premier souvenir Disney? C'est mon premier souvenir Disney, c'est mon premier souvenir de cinéma, ça correspond à mon enfance aussi. Voilà. Et votre Disney préféré? Le Livre de la Jungle, ça reste Le Livre de la Jungle. Okay. Bon, il y en a eu plein qui sont absolument magnifiques, géniaux, mais il y en a tellement que j'aurais du mal à les citer maintenant. Maintenant, Disney, Pixar, tout ça mélangé. Je me souviens encore de Wall-E, que j'ai absolument adoré. Mais ça reste quand même le plus grand émerveillement, ça reste Le Livre de la Jungle. Ok. Et votre personnage Disney préféré? On va dire Mowgli, je vais rester dans les clous. On reste sur le premier que vous avez alors vu. C'est totalement relatif. Il y en a plein que j'ai complètement adoré, mais ça foisonne tellement là dans ma tête, j'en ai pas un en particulier, parce qu'il y en a plusieurs. La chanson Disney que vous avez préférée, vous préférez fredonner? J'ai encore en tête les mélodies d'Aladin. Je suis ton meilleur ami, voilà, Prince Ali. À propos de doublage dans Disney, on a reçu un invité il n'y a pas longtemps et on lui a demandé de vous poser une question. Je vous laisse appuyer sur plus. Qu'est-ce que c'est que ce piège? Alors, quel est votre interprète préféré de toute l'histoire de Disney? De la VF, bien sûr. Voilà, j'ai été sûr que ça allait être encore une question piège. Quel est votre interprète VF préféré de toute l'histoire de Disney? Il n'y en a pas qu'un. Bon, je vais rester sur Le Livre de la Jungle parce que j'adore les voix du Livre de la Jungle et je suis tellement heureux qu'on ne les ait pas modernisées avec des comédiens de notre époque pour avoir un son 5 ou 7.1. Je suis super content parce que je trouve que ça donne un charme au film qui est magnifique. Mais sinon, j'ai adoré le personnage du génie dans Aladdin, que je trouve dingue. Et je trouve que ce qu'on a fait Robin Williams et Richard Darbois, c'est absolument magique. Donc voilà. C'est Emmanuel Curtil qui m'a posé la question. Et moi, je vais lui renvoyer la balle en disant quand même qu'un de mes personnages préférés, c'était Kronk dans Cusco. Parce que j'ai adoré Cusco, je trouvais ça hilarant. Et je trouve que le travail d'Emmanuel sur Kronk est absolument drôlissime. Comment vous avez commencé le doublage? J'ai commencé le doublage. Alors c'est drôle, j'avais fait des premières rencontres dans le doublage, mais ça n'avait pas donné grand-chose. J'ai fait une fois une rencontre, on m'avait fait passer un essai et on m'avait jamais rappelé. Et ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que 1 an plus tard, je joue au théâtre et cette personne qui m'avait fait passer cet essai se retrouve dans la salle. Je faisais une pièce de Goldoni, si je me souviens bien, au théâtre. Et cette personne me laisse, à ce moment-là, il n'y avait pas encore les portables. On devait être en 95, 96 par là. Elle me laisse un message sur mon répondeur, me disant « Je vous ai vu hier au théâtre ». Elle se souvient pas du tout qu'elle m'a fait passer un essai 1 an avant. Elle me voit au théâtre, elle me dit « J'ai adoré ce que vous avez fait, est-ce que ça vous dirait de venir passer un essai ?» Et moi, je la remets pas tout de suite non plus. C'est quand je vais passer l'essai que je la vois et je fais « Ah ». Puis je vois qu'elle me reconnaît pas. Donc je dis rien, je passe l'essai. Oui, super, je te rappellerai. Elle m'a rappelé quelques temps plus tard et c'est devenu Petit meurtre entre amis. Il s'est retrouvé après 1 an plus tard à Trainspotting. Et puis voilà, donc mes débuts sur Ewan McGregor. Moi, je faisais pas beaucoup de doublage, je faisais un film par an. D'accord. Et quel rôle avez-vous préféré doubler?
Bah, j'ai adoré Trainspotting, même si je m'identifie pas du tout au personnage, mais c'était une dinguerie à faire. Non, je dirais que l'acteur que j'adore doubler parce que je le trouve complètement dingue, c'est Leonardo DiCaprio. Et le souvenir le plus fou que j'ai de toutes ces années de doublage, ça reste quand même le Loup de Wall Street qui reste quand même quelque chose d'aussi fort que difficile. Il me semble que sur le Loup de Wall Street, il y a une anecdote d'ailleurs, non? Laquelle? Je sais pas, c'était vous qui a été prévu Ah non, c'était sur Shutter Island. Oui, non, c'était, c'était, non, il y avait, oui, c'était, tous les films de Scorsese, Ouais. même si je les ai faits dès le départ, il y a toujours eu des essais. D'accord. Toujours eu des essais et on m'a toujours dit que ça partait aux States où lui écoutait. Non, c'était, là où j'étais content, c'est que pendant 4 ou 5 films, je ne faisais plus Leonardo DiCaprio et on m'a rappelé quand le Loup de Wall Street est arrivé parce que le film était énorme. Et les gens de doublage se sont dit, là, ça va être costaud, on rappelle Viteka. Et de nouveau, on a passé l'essai, l'acteur qui avait pris ma suite et moi-même. Ouais. Et j'ai été choisi et ça a relancé la machine. D'accord. J'avais lu que vous aviez été à New York pour être sur le film Shutter Island, que vous étiez allé à New York. Ah non, pas du tout, c'est pas du tout ça. D'accord. Alors c'est une mauvaise anecdote. Non, c'est pas du tout ça. Ce qui s'est passé avec Shutter Island, alors c'est drôle parce que je vous dis l'anecdote et après ce qui se passe ensuite. Je fais Shutter Island. Avant que le film ne sorte, je pars à l'étranger, je pars en Afrique quelques semaines et je reçois un appel de New York. Je reçois l'appel de la personne qui s'occupait du mixage du film, qui était là aussi à Paris. Et elle m'appelle depuis New York pour me dire on vient de terminer le film, Damien. Le mixage est fini et les techniciens qui se sont occupés de ça ne comprennent pas le français mais ont trouvé ton travail super bien, ils ont trouvé que ça collait vachement bien. Et voilà, on voulait te dire merci et bravo. Et mais déjà on vous appelle jamais en général quand ça va. Donc là, j'avais eu la chance parce que j'avais pas mon téléphone français en général sur moi. Là je l'avais, j'entends ça, je trouve ça complètement dingue. Et j'ai trouvé ça, je baignais dans le bonheur. Et quelques semaines plus tard, tout d'un coup, je me retrouve évincé parce que on voulait plus de moi, on voulait changer de voix, on voulait vieillir le personnage, machin. Enfin bon. Donc voilà, ça s'appelle la douche écossaise et c'est assez régulier dans ce métier. D'accord. Vous avez été la voix officielle de Fun Radio, il me semble. Pendant 17 ans. Ouais. Vous êtes celle de France Bleu? Non, pas du tout. Ou alors là, vous me l'apprenez. Non, okay. Non, j'ai fait quelques spots pour eux l'année dernière. Qui ont dû être diffusés, je pense, pour un an, mais peut-être que ça continue, j'en sais rien. J'ai fait, et ils m'ont demandé une petite participation où ils ont émaillé leurs émissions de quelques spots que j'ai fait pour eux. Pour Cartoon Network, non? Oui, ça, je continue. Vous continuez. Toujours. C'est des médias complètement différents. Comment vous travaillez pour coller à leur image? En fait, chaque projet est différent et on essaie de s'adapter. Et moi, je me rends pas compte. Je vois des images, je me dis tiens, comment on entre là-dedans. Je vois ce qu'ils me demandent. Moi, je fais une proposition. À partir de cette proposition, on me dit on aime ou on aimerait plutôt comme ci, comme ça. J'essaie d'entrer dans la tête de la personne qui me dirige pour faire ce qu'elle veut et aller au-delà même, lui donner plus. Et c'est aussi ça qui rend ce métier riche, c'est-à-dire que c'est à chaque fois des univers complètement différents. Et ça fait quoi d'accompagner les Français à la radio alors, tous les jours? Ça me fait rien parce que c'était pas la radio que j'écoutais. Okay. Donc je faisais de l'habillage pour fun, mais j'écoute d'autres radios, donc je ne m'entendais pas. Votre voix est votre instrument de travail. Ouais. Comment vous l'entraînez et vous la protégez? On va pas dire que je la protège, on va dire que je la malmène. Alors ça dépend, en général, moi je viens du théâtre, donc quand je vais faire une journée de doublage, je vais me faire une petite chauffe rapide, de 10 minutes chez moi, ou sur le périph' dans mon casque, où je me fais des vocalises et machin, des trucs comme ça, je me chauffe un petit peu, léger, et puis c'est tout. Après, quand on a des scènes difficiles ou de pétage de plomb pour DiCaprio, je demande toujours à ce qu'on les fasse après, soit en fin de journée ou en fin de programme, mais pas tout de suite. Je préfère entrer dans d'autres choses. Ça me chauffe, ma voix se chauffe naturellement, et après je suis prêt pour aller là où on veut que j'aille. Vous n'avez pas fait tellement de films d'animation en doublage? Pas assez à mon goût, pas du tout, mais moi j'attends que ça. Disney, appelle-moi. L'enfant qui sommeille toujours en moi a faim
afin de venir participer. Mais non, j'ai fait quelques séries. J'ai fait une série française qui passait il y a quand même maintenant une 10-15 ans, qui s'appelle Le Monde Merveilleux d'Elliot Kid, qui est un truc super, qu'on peut retrouver maintenant sur YouTube. J'ai fait Baby Boss 2, Oui. Le papa. Et puis, il y a un autre, mais je ne sais plus le titre. Je ne me souviens plus. Mais non, effectivement, j'aimerais en faire beaucoup plus. Ce qui nous regroupe tous chez ED92, c'est être fan de Disney, qui a sorti son propre Spider-Man. Mais vous avez été le premier. Le premier. Mais voilà. Qu'est-ce que ça vous a fait de retravailler tous ensemble? Ah, quand on s'est. Alors, déjà, je vais vous répondre. Déjà, de le faire, dans les premiers, quand je les ai faits, pour moi, c'était un rêve de môme. J'étais de me dire, enfin, ils ont réussi. Parce que ça faisait longtemps que James Cameron avait un projet de faire Spider-Man. Et il n'a pas pu le faire à un moment. Et j'ai vu des projets se défaire. Et je me disais, ils n'y arriveront jamais. Et puis, quand j'ai vu que ça se faisait et que après casting, j'avais été choisi, pour moi, c'était un bonheur d'enfant. J'étais sur un nuage. Ensuite, de se retrouver tous, ça a été surtout une grande surprise parce que le secret a été hyper bien gardé, que je n'ai découvert cette petite chose que le moment où je suis arrivé dans les studios, où j'ai croisé Donald, que j'avais croisé d'ailleurs un jour avant, et j'ai compris à ce moment-là que quand il m'avait vu un jour avant, il était tout à fait au courant, il savait puisqu'il l'avait fait avant moi, et j'ai regardé, j'ai dit vraiment, t'es vraiment un enfoiré. Parce que il m'a rien dit, j'ai dit ben non, il n'avait pas le droit de m'en parler. Et justement, on parle de Donald, il est en vacances, mais il a voulu vous laisser un petit message. Salut Damien, j'espère que tu vas bien. Écoute, je voulais te parler d'une petite anecdote, mais bon, tu t'en rappelles. Tu sais, quand on avait fait la bande-annonce du film sur la météorite, là, je sais plus comment ça s'appelle, avec Leonardo DiCaprio. Tu sais, le fameux film où moi j'ai fait le film annonce avec Jonah Hill, et ensuite j'ai pas fait le film d'ailleurs parce qu'ils ont pris Christophe Lemoine. D'ailleurs, je te remercie de ne pas t'être battu pour que je puisse récupérer mon rôle, mais bon, voilà, soit dit en passant, vous savez à qui vous avez affaire, à vous qui regardez cette vidéo. Voilà qui est Damien Viteka dans la vraie vie. Bref, je te rappelle ce soir-là, je t'avais dit ouais, à ton avis, tu crois qu'on va le faire, No Way Home? Et tu m'avais dit ouais, non, je pense que ça pue. Et en fait, moi, je le savais déjà à ce moment-là. D'accord. On en avait parlé dans Stream VF. Ah ouais. Mais ouais, je savais déjà à ce moment-là et je me disais tiens, est-ce qu'il sait lui aussi? Tâtons le terrain. Ouais. Et tu ne savais pas. Et non. je mentais déjà à tout le monde à cette époque. Bref, des bons souvenirs. J'étais trop content de pouvoir repartir sur Spidey. J'imagine que toi aussi, ça a dû faire chelou. Hâte de voir ton interview. Et sinon, j'ai une question. C'est quoi le texte déjà? C'est un grand Andrew Garfield implique de grandes responsabilités? Je sais plus. Ouais, c'est ça. Bref, dis-moi si c'était ça le texte ou pas, parce que j'ai comme un doute. Parce qu'on sait tous qu'Andrew Garfield est le meilleur Spider-Man. Après, bon, Tobey Maguire, un peu nerd sur les bords, alors qu'Andrew Garfield, tu vois, le beau gosse, Tom Holland un peu jeune, tu vois. Bref, dis-moi ce que tu en penses. Je pense que tu seras forcément d'accord avec moi. Ou pas? Ouais. Donald, mais quel gros tartuffe. Donc, il avoue quand même qu'il connaissait tout ça bien avant moi. Donc, il s'est bien fichu de moi, il m'a bien roulé dans la farine. Non, c'est un super copain. C'est un très chouette camarade, Donald. Et donc, ce n'est pas du tout un Andrew Garfield implique de grandes responsabilités, il le sait très bien. Je garde le privilège d'avoir fait le premier. Voilà. Je suis très content qu'il ait pu faire le deuxième parce qu'il a apporté aussi tout son humour, son sens de la dérision et son savoir-faire au deuxième Spider-Man. J'ai trouvé très bien parce que ça aborde, c'est un autre personnage. Et j'ai trouvé que toute sa fantaisie était vraiment, c'était l'idéal pour voilà, ça colle tellement bien avec Andrew Garfield et Spider-Man. Et puis pour terminer, ce serait un bonheur qu'on puisse se retrouver de nouveau sur un même projet où bon, il y aurait pu l'effet de surprise, oui. mais je pense que ça me plairait trop de se retrouver dans un film remélangeant de nouveau le dernier Spider-Man et les précédents. Et il nous en manquait un pour faire les trois. On a aussi Hugo qui a voulu vous laisser deux petits messages. D'accord. Je vous laisse écouter le premier. J'ai pas vraiment une anecdote sur l'enregistrement du Spider-Man ensemble, mais c'est plus un bon souvenir. En fait, c'est que depuis que j'ai commencé à faire du doublage, les gens me disent souvent que je ressemble à Damien jeune. Et donc, quand on a enregistré ensemble et que nos voix ont été mises ensemble,
En fait, je m'en suis rendu compte. Ah ouais. Et ça m'a fait tout drôle. Ça m'a fait chaud au cœur, mais ça m'a fait tout drôle. Et parce qu'effectivement, plus je travaille, plus souvent on me dit mais c'est incroyable, putain, on dirait Damien Viteka jeune. Voilà, donc c'est juste un petit souvenir un peu chaleureux et sympathique. D'accord. Bah Écoute, écoute, la confession. oui, alors je suis très étonné parce qu'il m'en a jamais parlé. Et ensuite, bah non, moi j'ai jamais pensé à ça. Parce que Hugo, pour moi, quand je l'entends sur Spider-Man, c'est un autre Spider-Man. J'ai jamais trouvé que ma voix s'apparentait à la sienne. Et je trouve on a deux timbres différents. Et puis, non, vraiment, mais il m'en a jamais parlé, donc je suis très surpris. En tout cas, moi, ça m'a jamais traversé l'esprit. D'accord. Et je sais plus, Donald m'a posé aussi une question tout à l'heure, mais je sais plus laquelle. Bah, c'est pas grave, de toute façon. il en a posé beaucoup. Oui, mais Je je voulais sais savoir plus. pourquoi vous l'aviez pas défendu. J'ai fait le film annonce avec Jonah Hill et ensuite j'ai pas fait le film derrière parce qu'ils ont pris Christophe Lemoine. D'ailleurs, je te remercie de ne pas t'être battu pour que je puisse récupérer mon rôle. Mais bon, vous savez à qui vous avez affaire, à vous qui regardez cette vidéo. Voilà qui est Damien Viteka. Ah oui, non. Ah oui, bah ça, non, je me souviens très bien en avoir parlé avec la personne qui s'occupait du doublage et il m'a dit, mais en fait, c'est le client qui choisit. Donc, la Et, vérité est établie. et quelque part, moi, je me souviens aussi d'avoir aussi fait le Loup de Wall Street avec Christophe Lemoine sur Jonah Hill. Et pour moi, effectivement, je me disais, mais oui, c'est évident, on les retrouve ensemble, le film d'après, quasiment. Ça me semblait logique. Et puis, je suis pas inquiet pour Donald. S'il n'a pas ce personnage-là là-dessus, il y a tellement de choses, il n'arrête pas de travailler sur plein de projets. Bon, voilà, c'est juste une petite égratignure. Et Hugo vous a posé une question. D'accord. Je vous laisse. Hop. Ma question est la suivante. J'ai entendu des rumeurs sur Internet de la possible sortie d'un Titanic 2. Je pense que c'est faux, mais j'ai quand même une question. Déjà, je voudrais savoir s'il y a un Titanic 2, est-ce que tu serais content de reprendre du service avec ce cher Jack? Mhm. Et j'ai une autre question, c'est est-ce que tu repars à l'aventure avec nous? Je pense que tu vas comprendre et tu pourras leur expliquer. Je repars dans l'aventure avec nous. Avec vous. Avec Hugo. Avec Hugo, mais dans titre. Aucune idée. C'est sa question. Ah oui, mais oui, parce qu'on a fait. Alors, deux choses. Je vais répondre déjà à sa première question. Effectivement, il y a un Titanic 2 qui se prépare. Ça sera en banlieue. Jack sera dans un congélateur et ça va s'appeler Titanic ta mère. D'accord. Voilà, c'est en préparation. Et ensuite, je viens de comprendre, Hugo a réalisé l'an dernier un court-métrage pour le Festival Nikon, dans lequel j'ai joué. Je me suis fait un truc un peu de vieux loup de mer où j'ai crié « Iceberg, droit d'avant !» Je sais plus, un truc comme ça. Il a fait un petit court-métrage qui est très très chouette, qui a un gros clin d'œil à Titanic. Et je crois d'ailleurs qu'il a été récompensé par un prix, mais je ne sais plus lequel. Donc voilà, on a retravaillé ensemble l'an dernier sur ce projet qui lui était personnel. Vous avez travaillé, il me semble, sur une série pour Disney. Alors là... Vous n'avez pas travaillé pour Falcon et le Soldat de l'hiver? Ah si, ah oui. Ah Vous mais n'avez oui, pas non, doublé parce que j'étais en train de chercher une série en certain, dessin animé, mais non. Oui, mais oui. Et Helmut Zemo. Et oui, tout à fait. Et donc vous avez fait un gentil et un méchant un peu dans l'univers Disney. Ouais. Et ça fait quoi de ce grand écart? C'est un grand écart qui est providentiel pour tout comédien, parce que quand on joue les gentils, on adore aussi faire les méchants. Ça se complète, et moi j'adore faire les méchants. On peut dire tous les trucs qu'on n'a pas le droit de dire dans la vie. Est-ce que vous êtes confiant dans l'apparition d'une nouvelle génération de comédiens de doublage? Est-ce que vous pensez qu'il y a une nouvelle génération qui pousse ou pas? Qui pousse, qui arrive forcément, parce que le métier se régénère aussi de lui-même, c'est normal. On ne peut pas avoir tout le temps les mêmes voix, et je trouve ça très bien, je trouve ça sain. Et puis je pense qu'il y a suffisamment de travail pour tous les gens qui sont dans ce métier. Après ça tourne, mais non, je trouve ça logique. Vous aviez doublé une pub, vous aviez doublé la voix de Jared Leto. Ça devait être une pub Hugo Boss, je crois. Voilà. Ouais. Et récemment, il me semble avoir vu que l'acteur-chanteur avait fait une pub pour un de ses concerts et il avait été doublé dans différentes langues par une IA. L'IA, qu'est-ce que vous en pensez dans votre métier?
Moi, je vais rejoindre l'avis de James Cameron qui dit « Je vous ai prévenu il y a déjà 20 ans, vous ne m'avez pas écouté, ça va vous péter, à jouer avec le feu, ça va vous dépasser. » Et je pense qu'on a eu un grand bond technologique il y a 20 ans, dans les années 2000, avec l'arrivée d'Internet. Ça a complètement changé la société. Je pense que là, on a un tsunami qui arrive avec ça, mais pas uniquement pour le doublage, dans tous les domaines, qui risque de poser beaucoup plus de problèmes que de progrès. Et en tout cas, pour le doublage, on n'est pas encore au point pour transmettre toutes les émotions qui se passent, qu'un comédien peut transmettre. Et ensuite, alors effectivement, ils peuvent essayer de garder les voix, mais je crois qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est aussi la magie du doublage, c'est que les comédiens qui sont choisis pour doubler un acteur, ils sont choisis pas forcément parce qu'ils sont match boys, comme on dit, c'est-à-dire très proches. Très peu de comédiens est proche de l'acteur qui double, dans la voix. Oui. Mais on est choisi parce que il y a une espèce d'évidence qui s'impose à nous quand, voilà, entre plusieurs voix, on se dit, mais ça, on a l'impression que voilà, ça lui sort. Et nous, le but est qu'on se rapproche le plus possible et on donne le plus possible dans toute son intimité du jeu de l'acteur qu'on double. Et en même temps, on l'adapte en français parce que on n'aura pas les mêmes expressions, parce qu'on n'aura pas la même façon de sortir les choses. Ça devient une adaptation. Et c'est un travail et Elia ne pourra pas proposer ça. Donc vous êtes complètement derrière le collectif Touche pas à la Évidemment, sans l'ombre d'un doute, sans aucune hésitation. On va changer de sujet. On est à quelques pas de Disneyland Paris. Quand est-ce que vous avez visité le parc pour la première fois? Ou pour la première fois, il y a 20 ans, 25 ans, je sais pas, peu de temps après son ouverture. Je suis parti avec deux copains et voilà, on s'est fait une journée d'enfants. Et vous en gardez quel souvenir? Très chouette, mais j'y suis retourné il y a pas très longtemps, il y a 1 an et demi, et c'était encore mieux. Parce que ça s'est encore diversifié, que j'avais avec moi quelqu'un qui me permettait d'aller assez vite dans les attractions, donc c'était magique. Non, c'était super. Non, enfin, c'est quand même un endroit assez enchanteur quand on reste connecté avec son âme d'enfant. Voilà. Et moi-même maintenant, qui ai des enfants qui sont encore petits, pour eux, enfin, c'est un bonheur de voir ce qui se passe dans leurs yeux, de voir parfois, je veux pas faire ça, j'ai peur. Puis après ils le font. Et c'est magique. Et puis ça aussi leur permet de vivre d'une certaine façon, de revivre les aventures qu'ils ont pu voir sur le grand écran. Est-ce que vous avez déjà ou est-ce que vous aimeriez travailler sur des projets avec le parc? Ah, mais j'ai jamais travaillé avec le parc. J'ai travaillé avec certains parcs d'attractions. D'accord. Je ne sais pas si je peux les nommer ici. Vous pouvez. Moi, j'ai fait plusieurs choses pour le Puy du Fou, qui est aussi complètement différent, mais hyper intéressant, assez réussi comme parc d'attractions. Mais on ne m'a jamais demandé pour Disney. Et d'ailleurs, j'en pleure encore. Message est passé. Juste pour finir, quel est votre plus beau souvenir au parc? Le plus beau souvenir, c'est ce qui m'émeut le plus, c'est de voir le regard de mes enfants complètement émerveillés sur ce qu'ils peuvent découvrir, et puis de regarder aussi l'ambiance des autres, des enfants et des parents, qui sont parfois moins mûrs que leurs enfants. Qui sont plus emmenés que les enfants. Oui, mais voilà, mais de voir un moment cette espèce de liesse et de bonheur des gens qui sont là et qui vivent un rêve. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée.